commencer en préambule, je voulais vous demander si vous aviez une connaissance du continent africain, si vous aviez déjà été en Afrique et si ça avait justement influencé peut-être votre narration sur nature. Ben, en fait, curieusement, j'ai été surpris de me rendre compte que l'Afrique était le continent qui avait été choisi, et presque, oui, et exclusivement le continent qui avait été choisi. Ma connaissance de l'Afrique se limite au Sénégal, Niger, Kenya et Maroc, Tunisie. Mais en fait, j'ai vécu une expérience un peu plus extrême dans le Niger parce que j'avais passé quelques jours avec un campement de Touareg dans des conditions un peu roots pour un film qui ne s'est pas fait. C'était une préparation d'un film et où j'avais eu un peu à me battre avec des scorpions surtout et j'avais appris à monter à chameau ou dromadaire, enfin l'un des deux, je ne sais jamais, j'oublie toujours. Non, ça n'a pas. Je pense pas que ça aurait influencé ma façon de présenter ce texte. Voilà, moi, ma mission, c'était surtout d'être au plus serré, proche de la version anglaise, qui a été faite par un acteur anglais de théâtre qui a une voix très belle et des élans parfois un peu exaltés, shakespeariens dans le lyrisme. Voilà, c'est une proposition qui m'avait un peu surpris d'ailleurs quand je l'ai entendue la première fois. C'était que entre la masse orchestrale, cette composition assez hollywoodienne, et puis ces élans lyriques de la version anglaise. Voilà, c'est quelque chose auquel on est moins habitué en France, parce que les documentaires animaliers, j'en ai fait plein, c'est généralement assez plan-plan. Voilà. Alors que là, en fait, morceau par morceau, il a fallu quand même donner un élan et le traiter presque comme même s'il s'agissait d'un texte simple, mais d'y mettre quand même une forme d'intention dramatique dans l'élan, ou alors dans le côté, quand on annonce quelque chose d'un peu comique, désopilant, comme le caméléon du désert. On doit vraiment changer beaucoup sa voix. Mais j'en ai fait beaucoup en même temps. Je continue à en faire. Ce matin, j'ai enregistré un documentaire sur Alors là, c'était très différent et extrêmement rude. C'est un documentaire en 8 parties qui va être diffusé sur France 2, j'imagine à partir du début de l'année prochaine, sur les victimes des camps de concentration. C'est 8 films. On est plusieurs lecteurs. Il y a François Cluzet, il y a moi, il y a d'autres. Vous pourrez vous renseigner. Bon, voilà, j'ai fait ça ce matin. Donc je pratique ça souvent. En étant parti en Afrique, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des scènes comme on peut voir dans le documentaire, justement? J'ai été sur le fleuve Niger et j'ai vu au loin, mais parce que ça m'a terrorisé complètement, des hippopotames. Et j'avais été prévenu, en fait on était sur des pirogues, on a simplement fait un petit tour aux alentours de la capitale sur ces pirogues et on m'avait prévenu du danger des hippopotames. Il se trouve que les hippopotames ont été les animaux les plus dangereux pendant le tournage, puisqu'ils ont renversé 2 bateaux et ce sont des animaux qui sont très impressionnants et faussement débonnaires, quoi. Donc il y a ça, j'ai pas été en contact avec des fauves. En revanche, avec un insecte, oui, parce que j'ai trouvé dans mon sac et j'ai failli me faire piquer par un énorme scorpion au Niger. Et rien que l'évocation, ça me fait trembler parce que il se trouve que j'ai une phobie des insectes, donc ça c'est ma réalité. Et je veux dire que les images de la fourmilière dans le film, de ces animaux de ces insectes qui sont comme ça submergés par une mer de fourmis, et je trouve ça absolument cauchemardesque. Et je suis obligé de faire un effort en me disant, bon, ça fait partie du grand tout, ça fait partie de la chaîne des animaux. Ils sont nécessaires, comme tous les animaux sont nécessaires, mais je dois faire un effort. Vas-y. Vous avez fait beaucoup de documentaires. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous donne envie en fait de participer à ces documentaires En fait, là, on m'a tout de suite dit c'est la BBC, donc autrement dit c'est la Rolls pour les documentaires animaliers, absolument, mais sans. Je le sais vraiment parce que j'ai une amie pour laquelle j'ai travaillé, qui produit des documentaires animaliers, et qui m'a dit que c'est une production française établie, pas particulièrement riche, mais voilà, qui fait son boulot,
Et ils ne peuvent pas lutter avec les moyens de la BBC. Donc ça veut dire que c'est une sorte de gage de qualité. Il y a aussi la possibilité de faire exactement ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire de prendre la parole sur le sujet de la nature, et particulièrement sur la protection de l'environnement, particulièrement sur la fragilité de l'environnement, la menace qui pèse sur les races animales. Je pense qu'on ne demande pas à un acteur qui a une notoriété de moyenne à haute, par exemple, de faire ce genre de voix sans lui demander en même temps de faire un service après-vente. Et donc, pour moi, c'est l'opportunité de redire des choses qui me paraissent nécessaires sur ces sujets-là. Et en l'occurrence, ce que propose le film, c'est une immersion dans la beauté de la nature, une immersion avec les techniques modernes de la 3D, des façons de filmer qui sont spectaculaires, pour provoquer un choc qui sera une étincelle, une sorte de prise de conscience, surtout pour les jeunes générations du monde qui nous entoure, de la beauté miraculeuse de la nature, des races animales, du monde végétal, du monde minéral, en espérant que ça puisse susciter une réflexion dans les familles et voire des vocations. Eux, leur point de départ, c'est de dire simplement, regardez le monde qui nous entoure, c'est absolument... Et ça commence par une scène intéressante d'ailleurs. La nature, elle existe dans les villes, on est en proie aux éléments, il pleut, c'est une chose qu'on peut observer qui est déjà miraculeuse en elle-même. Et puis, alors bien entendu, j'ai été surpris, en tant que militant, pour le coup, par le fait que le commentaire ne mentionne aucune mise en garde, aucun avertissement, aucun fait précis sur la menace qui pèse sur des animaux pourtant extrêmement fragilisés, les gorilles, les éléphants, les poissons, c'est-à-dire qu'on connaît la situation des récifs qui sont en train de mourir dans beaucoup d'endroits de la planète. Et ça m'a surpris. Et je me suis dit, mais comment est-ce que les gens de la BBC qui passent leur temps à parler de la fragilité de l'environnement ont choisi de faire un film où il n'est pas absolument question du danger de mort que courent ces races. Et je pense que simplement leur fonction, ça a été de provoquer une sensation organique d'appartenance au monde de la nature dans le spectateur. Voilà, on est plongé comme si on était un insecte au bout de son fil, comme une araignée au bout de son fil qui arrive au milieu de la forêt tropicale, ou un serpent dans le désert. Voilà, on est plongé, c'est une expérience physique, organique. Ça, c'est leur proposition, pour provoquer un émerveillement. D'abord, il est clair qu'il y a énormément de documentaires qui ressassent en permanence les mêmes faits alarmants sur ce qu'il arrive au monde animal. Je rappelle, comme je l'ai fait toute l'après-midi, qu'on vient d'apprendre il y a 2 mois que 50% des races sauvages, tout genre confondu, 50% ont disparu dans les dernières 40 années. 50% des races d'animaux ont disparu en 40 ans. C'est qui quand même Je veux dire, si on disait que 50% de l'humanité avait disparu dans les dernières 40 ans, on serait légèrement alarmé. On dit que 50% des races sauvages animales ont disparu, et ça fait même pas les couvertures des magazines ou des quotidiens. Donc, je pense que c'est... en tout cas, moi, ce sont mes préoccupations. J'ai agi, j'ai rejoint les rangs de certaines organisations, au début WWF, et puis j'ai fini par agir aux côtés de Greenpeace. J'ai participé à des actions. De temps en temps, je les rejoins. On est à un dialogue permanent. Voilà. Je pense que... je suis très pessimiste en même temps. C'est pas... J'en tire aucune gloire, parce que je trouve que les gens qui changent le monde gardent quand même une part une folie optimiste qui les fait agir et qui finit par faire changer les choses. Mais on ne peut pas dire que les trompettes de la catastrophe imminente n'aient pas été sonnées par les spécialistes, les scientifiques, les médias, et rien ne change. C'est-à-dire qu'on continue
à squeezer la planète pour en tirer le maximum de profit finalement. Parce que le problème c'est qu'en plus, si seulement on était dans un pillage de la planète au profit d'une humanité qui partagerait ses richesses de façon équilibrée et de façon juste, mais en plus on pille la planète pour affamer une grande partie de l'humanité et enrichir un très petit pourcentage de l'humanité. Donc en plus, c'est pour créer une injustice sociale encore plus grande. Donc je pense que c'est difficile de rester lutteur, de rester dans la lutte. Moi, je suis toujours à la frontière entre la sensation de me dire c'est foutu, à quoi bon, ils ne comprennent rien, ils ne voient pas plus loin que l'intérêt et le confort immédiat, ils continuent à fantasmer sur les 4x4. Voilà, et puis de temps en temps, une sensation d'optimisme et de courage qui est d'ailleurs fournie par les jeunes générations, notamment par les gens qui prennent position sur Internet, dans les blogs, dans les circulaires. Mais voilà, c'est pas le pouvoir en place dans aucun gouvernement qui va changer les choses. Les gens sont obsédés par cette notion de croissance, et on sait que de toute façon, la croissance ne fait qu'enrichir un très petit pourcentage d'humains sur la planète. Voilà. C'était le quart d'heure communiste. Je voulais savoir, lorsque vous avez fait le doublage, est-ce que le film était en 3D? Non, je l'ai vu en 2D parce qu'en fait, c'était trop compliqué. On peut pas le faire parce qu'on est sans arrêt entre on lit un texte écrit. Mais bon, peut-être que j'aurais pu le faire, mais vous savez, quand on passe une journée entière, parce que vraiment, je crois qu'on a dû faire entre 8 et 10 heures d'enregistrement. C'est pas un système qu'on peut garder longtemps sur les yeux. Personnellement, ça me donne des migraines très rapidement. Je tiens à dire que j'approuve complètement l'utilisation de la 3D pour les documentaires animaliers. Je pense que la 3D est un petit peu surutilisée par les studios américains pour des sujets qui ne le méritent pas souvent. Je veux dire que quand je vois que Scott Fitzgerald est adapté en 3D pour le Great Gatsby, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on fait de la 3D avec Scott Fitzgerald? C'est un roman littéraire, c'est un truc intérieur, qu'est-ce que... Voilà, Baz Luhrmann fait un film en 3D, je préfère qu'on me dise Baz Luhrmann en 3D, auquel cas oui, mais quand je vois Scott Fitzgerald, ou je préfère Great Gatsby in 3D, je dis, mais qu'est-ce que Scott Fitzgerald pourrait en penser, quoi? Ça n'a aucun intérêt. Mais du coup, le documentaire, vous l'avez vu en 3D? Je ne l'ai pas encore vu en 3D, mais je sais que... Enfin, je sais comment on filme pour la 3D, je sais comment on privilégie certains plans et que ces plans-là vont être efficaces en vision 3D, ça c'est sûr. La pluie, tout ce qui est surprise, qui vient comme ça rapidement vers le spectateur, ça c'est... Et puis aussi, la 3D donne une sensation de clairement, c'est sa fonction, de profondeur, mais aussi d'épaisseur. Par exemple, les plantes. On a une sensation beaucoup plus concrète et organique de la matière des choses, de l'épaisseur des choses. Ça devient charnu, ça devient beaucoup plus... c'est pas une image plate, forcément, et je pense que ça peut vraiment aider à la sensation. Et on parlait des moyens techniques donc, mis en place par la BBC, c'est vraiment une très grosse production. Le tournage durait plus d'1 an, enfin, c'était une très grosse équipe. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire ce type de documentaire en France? Bah oui, Jacques Perrin les fait. Enfin bon, il ne les a pas fait en 3D, mais je veux dire, quand il fait les films sur le monde sous-marin, quand il fait les films sur les oiseaux, c'est clair que ce sont des super productions qui mettent plusieurs années à se tourner. Je crois que c'est... Voilà, pour moi, ce sont des héros contemporains, de la même façon que Jacques Cousteau est un héros ambigu, parce que, bon, après, c'est le problème du business, mais il a quand même ouvert les yeux à des générations dont j'ai fait partie, sur d'abord les merveilles du monde sous-marin, et ensuite sur les dangers que courait ce même monde. Ça, c'était un virage qu'il a fait en cours de route pendant sa carrière, c'est averti par son fils sur les problèmes de l'écologie, il a vraiment changé la direction de ses documentaires, et il s'est préoccupé beaucoup plus d'écologie après.
mais on les fait en France, et ces films, je pense, marquent énormément le public, bien entendu. Ce sont des films magnifiques. Les oiseaux migrateurs, c'est un film extraordinaire. Mais ce sont des entreprises folles, parce que c'est un investissement, une projection dans le temps pour un producteur hallucinante. Il faut dépenser énormément d'argent, mais le simple fait de tourner des documentaires animaliers prend un temps fou, et ensuite il faut rassembler toutes ces images, les monter, ce qui prend à nouveau du temps, et ensuite il faut lancer comme on lance n'importe quel film, et ça c'est encore énormément de mois de préparation. On voit beaucoup de choses dans le film. Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont touché plus que d'autres? Oui, surtout la séquence sur les gorilles, parce que alors à plusieurs titres, j'aime énormément la qualité de ces images, parce qu'ils ont été très forts sur la séquence des gorilles. En plus, parce que le gorille, c'est un peu un autre panda, c'est-à-dire que le gorille, c'est vraiment un animal symbolique du danger que fait courir l'homme à la nature. C'est une race qui est une cousine de la nôtre, et donc on a l'impression de regarder une famille humaine, et en même temps cette famille-là, démunie et fragilisée, est en train de nous regarder en nous disant voilà ce que vous nous avez fait, alors que nous sommes vos cousins. Nous vivons en harmonie, parce qu'eux vivent en harmonie avec leur environnement, défendent uniquement leur zone d'habitat, et c'est tout, ne vont pas conquérir, ne vont pas massacrer. Et donc ça, je trouve ça particulièrement bouleversant. Et puis des signes tellement forts de rapprochement avec l'humain dans la maternité, la paternité, la défense du territoire, la tendresse, l'agressivité envers l'éventuel franchisseur de la zone familiale. Ça, oui. J'ai beaucoup aimé les flamants roses, parce que c'est d'un point de vue esthétique complètement hallucinant, parce que quand ils se font la cour, c'est merveilleux. Et puis je trouve que ces animaux sont simplement extraordinaires de beauté. Enfin, je suis assez fasciné par cet animal, je suis complètement insensé. Ensuite, rappelez-moi, oui, alors j'étais intrigué, j'ai vu beaucoup de choses sur les crocodiles, les éléphants, tout ça, mais ce que je ne savais pas, c'était comment la technique de l'animal alligator, sa capacité à ne pas manger pendant si longtemps. Il y avait une sorte de... Ils sont entrés un petit peu plus dans l'analyse de l'animal crocodile, dans cette section crocodile, que j'ai trouvé assez étonnante. Voilà. Et puis, personnellement, parce que j'aime beaucoup la botanique, parce que j'ai vécu à la campagne, donc je me suis intéressé aux plantes. J'ai eu cette chance, en fait. Voilà, j'allais à l'école en vélo d'abord, ensuite en mob. Et j'avais 10 km à faire, et donc en fait je regardais le long de la route, j'avais un autre à faire, donc je regardais la végétation qui poussait au fil des saisons. Et en fait, je me suis intéressé en fait aux races végétales, et j'aime beaucoup la botanique. Et alors le truc qui se passe sur le mont Kenya, ces plantes qui passent de 50 degrés en dessous de zéro, mais je trouve ça sublime de beauté. Je trouve que visuellement, c'est incroyable, les étoiles, la nuit, le gel qui s'installe avec les cristaux autour des plantes, les plantes qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est vraiment comme sorti d'un tableau un peu naïf. On dirait des plantes dans un tableau du douanier Rousseau. Enfin, elles sont un peu simplistes, quoi, ces plantes, mais elles sont magnifiques. Je crois que c'est même la scène, esthétiquement, la scène qui me plaît le plus. J'étais complètement bluffé, comme si on était sur une autre planète, et quand même sur cette planète, il y a une atmosphère qui permet aux plantes de pousser, il y a un sol, simplement on ne l'a jamais vu sur Terre. C'était vraiment lunaire, ou je sais pas, martien, ou jupitérien. Du coup, est-ce que le documentaire, en parlant des crocodiles, vous a appris d'autres choses que vous ne connaissiez pas? Non, parce que j'en ai fait pas mal finalement. Donc j'en ai fait aussi une grande série en plusieurs épisodes sur l'Afrique particulièrement. Donc
sur les éléphants, l'importance de la femelle, la mémoire, des lieux. Mais j'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un documentaire typique sur des races particulières. C'est plutôt une sorte d'immersion dans toutes les formes que peuvent prendre la nature. Aussi bien les formes, d'ailleurs c'est le cas, les formes minérales, quand on voit ces couleurs extraordinaires dans les zones qui sont saturées de produits chimiques naturellement. Voilà, c'est une sorte de... C'est un peu comme ce que fait Yann Arthus-Bertrand. C'est-à-dire que c'est une façon de... Au lieu de survoler, là, on s'immerge, en fait, on va à l'intérieur. Mais ce n'est pas didactique sur la vie des animaux. C'est juste, voilà, regardez ce qui nous entoure, regardez le miracle visuel. C'est insensé, quoi, que les animaux arrivent à survivre dans des conditions extrêmes. Tout est bizarre et tout est beau en même temps. Je nous rappelle aussi, surtout, enfin, l'eau est tout le temps là aussi, tout au long du documentaire. Oui, alors le problème, c'est que je trouve que si ça avait été moi, j'aurais fait un film avec les mêmes moyens, mais j'aurais voulu parler plus des dangers. Ce n'est pas leur fonction. Ils font un film qui est plus un film on va dire de divertissement éducatif. Il est clair que la question de l'eau est la question fondamentale et qu'elle n'a pas l'air du tout d'arriver jusqu'au cortex des décideurs, mais il est clair que la question de l'eau, elle va être la question de l'humanité beaucoup plus tôt qu'on imagine. De toute façon, toutes les questions qui sont liées à l'écologie vont être posées de façon beaucoup plus précoce que ce qu'on avait imaginé. Elles sont déjà en train d'être posées au niveau des précipitations et des excès du climat, mais la sécheresse, l'accès à l'eau, voilà, c'est pas la science-fiction, c'est juste là, c'est maintenant. Merci beaucoup. Merci. Ah ben voilà. Merci. C'est maintenant.